Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, un mort, une trentaine de personnes interpellées et plusieurs dégâts matériels. Les conséquences de la manifestation de l'opposition samedi ont été énumérées par le procureur de la République du Gabon. Le défilé réclamait le départ du président Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement a quant à lui appelé au calme et à la retenue. 4 ans après la révolution du jasmin, la Tunisie connaît le nom de son nouveau président. Béji Caïd Essebsi, 88 ans, est élu avec plus de 55% des voix, soit plus de 1,7 million de suffrages exprimés. Le Kenya souhaite augmenter sa production de café. L'objectif est d'atteindre 600 000 tonnes d'ici 2016 et de doubler la production à l'horizon 2017. Plusieurs mesures seront mises en place prochainement. Une personne tuée et 30 interpellations, c'est le bilan de la manifestation interdite de l'opposition samedi au Gabon. Selon les déclarations du médecin légiste, l'étudiant de 30 ans, Boulou Beka, serait mort des suites de blessures au cou et au visage. Pour rappel, l'opposition réclamait le départ du président Ali Bongo Ondimba. Alain-Claude Billy Binze défilait pour réclamer le départ du président Ali Bongo Ondimba. Le porte-parole de la présidence a tenu à réagir face aux accusations de l'opposition. Écoutez. La première chose, c'est que à l'heure qu'il est, personne ne sait de quoi le jeune est mort. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes de la mort de ce jeune homme et nous déplorons effectivement le climat de haine, le climat de violence installé par une certaine opposition au Gabon. Parce qu'en plus, ce n'est pas toute l'opposition, ce sont des barons de l'ancien système, l'ancien régime, les barons de Omar Bongo Ondimba, certains d'entre eux qui aujourd'hui estiment que pour arriver à se faire entendre, il faut plonger le pays dans la violence. Le Gabon n'est pas un pays de violence, le Gabon est un pays de paix avec une tradition de dialogue et le dialogue politique, le président de la République Ali Bongo Ondimba est ouvert, il discute avec son opposition, ceux qui acceptent de discuter et ceux qui le reconnaissent bien sûr comme président. Mais voyez-vous, 5 ans après son élection, il y a encore des gens au Gabon qui ne veulent pas reconnaître qu'Ali Bongo est président. Comment voulez-vous qu'ils discutent avec ces gens-là? Et ensuite, de quoi veulent-ils discuter ces opposants? Nous n'avons pas au Gabon une situation où il n'y aurait pas le respect de la Constitution. La Constitution est respectée. Les institutions sont en place. Un calendrier électoral est fixé. Chacun sait qu'en 2016, il y aura l'élection présidentielle et l'élection législative. Donc, ceux qui estiment que le président Ali Bongo serait impopulaire, qui prennent le mal en patience et qu'ils organisent les élections, mais qui n'essaient surtout pas de plonger le pays dans la violence. Je voudrais également préciser que le pays est calme. Les activités se poursuivent convenablement. Il y a eu des échauffourées le week-end à la demande de l'opposition et à l'appel de l'opposition pour une marche interdite. Et que dans notre pays, la loi permet qu'une marche soit interdite lorsque les conditions n'autorisent pas la sécurité. Voilà ce qui a été fait. La victoire de Nida Tounes aux élections législatives n'était qu'un début. Le leader du parti laïque, Béji Caïd Essebsi, devient le nouveau président de la Seconde République de Tunisie. À 88 ans, l'ancien ministre du premier président de la Tunisie indépendante entame un mandat de 5 ans. Béji Caïd Essebsi s'est déjà engagé à être le président de tous les Tunisiens. C'est une longue page de la transition qui se tourne, mais les chantiers du nouveau président sont multiples, comme l'explique le journaliste Sofiane Ben Farhat. Des chapitres, des préoccupations. Il y a bien évidemment la donne sécuritaire, vu que la Tunisie est devenue un pays en proie à des convulsions terroristes, à l'infiltration de groupes terroristes, un but de wahhabisme et de fondamentalisme venus des pays du Golfe essentiellement. En même temps, il y a la situation économique et sociale, où pendant 4 ans, on s'est occupé de tout. Il y a eu un surinvestissement politique, voire même idéologique, mais on ne s'est pas occupé de la donne économique et sociale, et ça s'est empiré. Il y a toujours les déséquilibres régionaux. Il y a le chômage massif, notamment auprès des jeunes, c'est-à-dire diplômés du supérieur. Ça atteint 40% auprès de cette frange-là, et ça atteint près de 17% pour la totalité de la population tunisienne. Il y a aussi, bien sûr, la Tunisie doit retrouver son rôle d'avant en tant que pays modéré à l'échelle internationale. Alors que la Tunisie tourne officiellement la page de sa transition, la Libye est toujours empêtrée dans ses luttes intestines. Au moins 5 personnes ont été tuées lundi dans des affrontements entre forces pro-gouvernementales libyennes et combattants islamistes. Les deux camps s'affrontent depuis le mois d'octobre. L'armée menée par le général Khalifa Haftar veut déloger les milices islamistes qui siègent à l'aéroport de Tripoli depuis le mois d'août.
Plus de 200 lycéennes nigérianes dont on est encore sans nouvelles. Une épidémie Ebola qui décime le continent. Un président burkinabé chassé du pouvoir sous la pression de la rue. L'année 2014 aura été riche en actualité africaine. Mais 2014, c'est aussi la première élection libre en Tunisie. La désignation historique d'une femme à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'Algérie qui se hisse pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe du monde de football. Plusieurs avancées et encore de nombreux défis à réaliser, comme le confie la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, qu'on écoute. We are approaching the end of 2014, which has been a challenging but also an exciting year for Africa. Nous tendons vers la fin de l'année 2014, qui a été une année pleine de défis, mais aussi d'accomplissements pour le continent. Nous avons dû faire face à l'épidémie dévastatrice d'Ebola et le continent est depuis entièrement mobilisé pour y faire face. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, nous avons mis sur pied un partenariat inédit avec le secteur privé pour lever des fonds et même des citoyens ordinaires ont fait des dons à travers une campagne d'SMS. Ce soutien nous a permis de déployer du personnel médical dans les pays affectés. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans ce combat et nous souhaitons beaucoup de courage aux populations des pays touchés afin qu'elles continuent à se battre. En 2015, nous espérons renforcer le partenariat que nous avons créé avec le secteur privé à l'occasion du lancement de la Fondation de l'Union africaine et ainsi lever plus de fonds pour l'organisation. Nous nous sommes mobilisés pour définir l'agenda pour la prospérité du continent à l'horizon 2063. En 2014, toutes les élections se sont déroulées sans encombre et cela grâce notamment à une grande mobilisation des électeurs. Nous nous préparons à faire face aux défis liés aux élections de 2015. Toutefois, nous sommes optimistes qu'avec l'aide des électeurs et des gouvernements, les processus électoraux se dérouleront sans heurts. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter à tous une année de paix et de prospérité. Le groupe Boko Haram semble agir en toute impunité dans le nord du Nigeria. Les villes de Gombe et Bauchi ont été ciblées par 2 attentats ce lundi. Les bombes ont éclaté dans un bus et sur un marché, faisant au moins 26 morts. Une vidéo d'une exécution de plusieurs personnes dans un dortoir a également été diffusée le même jour. Il est encore impossible d'identifier la date et le lieu. Depuis son insurrection en 2009, le groupe Boko Haram est responsable de la mort de 10 000 personnes. L'actualité économique, c'est le Kenya qui prépare actuellement la 12e conférence africaine des cafés fins, un événement qui réunira plus de 500 intervenants du secteur pour examiner les moyens d'augmenter la productivité. Il s'agira également de booster la consommation interne de la denrée et d'encourager sa transformation locale. Les précisions de Fanny Mounichi. Le Kenya veut faire passer sa production de café de 49 000 tonnes à 60 000 tonnes à l'horizon 2016. Pour y parvenir, le pays compte notamment ajouter le café à la liste des cultures bénéficiant des engrais subventionnés. Des mesures très attendues par les acteurs du secteur caféier. Je sais que le gouvernement a essayé de trouver des solutions pour mettre fin aux souffrances des producteurs de café face à la baisse des prix. Maintenant, à la bourse du café de Nairobi, nous attendons de voir ce que le gouvernement prévoit de faire. Je sais qu'ils ont des plans sur la production qui est un problème majeur. Le prix, cependant, dépend totalement du marché international parce que nous faisons plus de 90 voire 95% des exportations. Le gouvernement kényan a également indiqué qu'il se pencherait sur les questions de la faible fertilité des sols et la distribution des terres. Le pays enregistrera d'ailleurs dès l'année prochaine l'arrivée de 20 000 nouveaux producteurs de café. Coffee farming in Kenya is done in some of the most prime areas. La culture du café au Kenya se fait dans certaines des zones les plus recherchées, des zones agricoles essentielles. Si nous ne cultivons pas de café dans certains de ces domaines, nous devons songer à d'autres cultures agricoles. Lorsque nous avons évolué vers plus de construction de biens immobiliers, beaucoup de terres agricoles ont été converties. En fait, nous privons le secteur agricole de ressources très productives. Selon l'Association africaine des cafés fins, l'Éthiopie produit 6 millions de sacs, l'Ouganda 3,5 millions, tandis que la production du Kenya et de la Tanzanie s'élève à 820 000 sacs par an. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.